Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le premier podcast des véritables histoires d'entrepreneurs. Moi, je suis super content de pouvoir avoir la chance de parler aujourd'hui avec Manon. Et Manon, je suis content que tu sois la première personne à nous rejoindre sur ce podcast. Comment est-ce que ça va, Manon? Ben ça va, je suis super flattée, super contente d'être la Prums. Et je suis honorée, merci Julien. Bien. Alors, je vous rappelle, le but de ce podcast, c'est de parler de la vie d'un ou d'une entrepreneuse, de faire un petit peu le tour en 10 questions qui sont toujours les mêmes. Comme ça, vous qui avez l'habitude d'écouter prochainement ce podcast, eh bien, vous saurez à quoi vous attendre. Et à la fin, on a une question mystère qui vient un petit peu surprendre ou questionner dans le vif du sujet l'invité. Ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir aujourd'hui notre invité. Manon, en quelques mots, qui est-ce que tu es? Alors je m'appelle Manon, j'ai eu 31 ans, il n'y a pas très longtemps. J'habite dans le coin de Strasbourg et je suis entrepreneuse à mon compte depuis bientôt 3 ans. J'ai fait des études en communication et en graphisme, ce qui me permet d'avoir un peu une double casquette. Et je suis quelqu'un de très créative et j'avais du mal à trouver ma place en entreprise parce que, compte tenu de cette double casquette, il y avait un endroit ou l'autre où je m'ennuyais un peu, où j'avais l'impression de ne pas être valorisée. Et du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise qui mélange à la fois la stratégie de communication et la créativité, tout ce qui est graphisme, stratégie. J'aime bien appeler ça stratégie créative parce que pour moi, faire des choses jolies, belles, c'est important, mais si elles remplissent des objectifs, c'est encore mieux. C'est très bien dit, je trouve. Bon, ça te fait pas mal de casquettes, mais on va pouvoir en parler. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque officiellement. Donc, on lance la première question. Manon, qu'est-ce qui a été ta principale motivation pour devenir entrepreneuse? Ma principale motivation, c'était justement cette question de trouver ma place en entreprise. J'ai fait toutes mes études en alternance, donc on peut pas dire que j'ai pas tenté ma chance. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait 5 ans d'études et sur les 5 ans d'études, j'ai fait 4 ans en alternance. J'étais dans diverses entreprises. J'ai subi pas mal de trucs parce que je trouve que le monde de l'entreprise est très difficile, surtout pour les étudiants qui se rentrent en alternance parce qu'on attend beaucoup, beaucoup de choses d'eux. C'est très fatigant, c'est très challengeant. Moi, c'est des choses que j'aime bien, mais la petite Manon de 21 ans a vécu des trucs pas si cool, du harcèlement moral, des choses comme ça. Et j'ai quand même réussi à creuser un petit peu ma place. Et quand je suis arrivée en agence de com, ce qui était mon objectif final, de bosser dans une agence de com, c'était vraiment ce que je voulais depuis toujours. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pressée comme un citron, que j'adorais ce métier, mais qu'il manquait un peu de créativité. J'étais chef de projet en agence de communication. Je me suis dit, pourquoi pas construire moi-même mon métier sur mesure, entre guillemets. Alors après, ça a l'air d'être un rêve dit comme ça. C'est pas toujours exactement ce qu'on avait imaginé, mais pourquoi pas construire mon rêve sur mesure et essayer de en fait gagner le salaire que j'avais en tant que salarié, mais en entrepreneur, et bosser rien que pour moi. Donc j'ai tenté l'expérience, j'ai pris des risques pour le coup, et pour l'instant ça paye, donc je suis contente. Ben écoute, super, félicitations d'avoir, Merci. on va dire, ouvert la porte, poussé le pas. Il y a plein d'expressions qui existent pour se Oui. lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, je rebondis sur deux choses. Tu me dis que quand on est en alternance et qu'on a 21 ans, on attend beaucoup de nous au sein d'une entreprise. Moi, j'ai au sein du groupe Tertium des alternants et des alternantes. C'est compliqué au quotidien pour eux de mélanger et le travail à l'école et le travail en entreprise. Oui, ça dépend aussi du degré d'information et du degré de connaissance que les entreprises elles ont par rapport aux alternants qu'elles vont recevoir. Je sais qu'aujourd'hui j'accompagne des étudiants parce que je suis aussi formatrice dans des écoles post-bac qui sont en alternance, et il y en a beaucoup qui viennent me voir parce que souvent quand je raconte mon expérience, j'explique que j'ai vécu des choses pas hyper agréables en entreprise, et j'ai souvent des étudiants qui viennent me voir et qui me disent en fait ils nous ont pris parce que on est de la main-d'œuvre pas chère, sauf qu'on n'a pas les compétences on n'a pas encore les compétences qu'ils attendent de nous. Et du coup, ils se sentent un petit peu, justement, en fait, cette idée de trouver sa place, je trouve qu'elle est super intéressante
dans le monde professionnel et je pense que c'est des problématiques que rencontrent ce type d'étudiants. Et après, il y a des super entreprises Bien qui sûr. font un onboarding incroyable, qui sont là pour les alternants, ils ont des tuteurs qui correspondent vraiment à ce qu'ils ont envie d'apprendre, etc. Donc ça existe également. Moi, j'ai pas eu cette chance et c'est vrai que tous les ans, je rencontre des étudiants qui sont aussi dans ce cas-là et je trouve ça cool aussi de faire de la prévention à ce propos-là, quoi. Bien. Et donc, tu m'as dit que tu étais en agence de com, mais j'imagine que les alternances t'ont fait arriver dans une agence de com. Tu y étais pendant ta phase d'alternance? Alors non, pas du tout, parce que à mon époque, les agences de com prenaient pas énormément d'alternants, c'était pas Ouais. hyper répandu. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus. Mais j'ai bossé quasiment que chez l'annonceur. Enfin, j'ai bossé que chez l'annonceur. Première année, j'étais dans une agence de presse. Ensuite, j'ai bossé chez un grand groupe énergétique. Et après, chez un grand groupe alsacien qui fait des meubles, des cuisines, des salles de bain, qui est assez bien connu en France. J'ai eu de la chance de bosser pour ce genre de boîte qui ont vraiment... c'est des grosses boîtes qui font des belles choses, qui ont des beaux projets. Donc, c'était très, très cool. Et puis j'ai aussi bossé pour une PME. Là, ça s'est un peu moins bien passé parce que, en fait, dans une PME, si tu veux, tout le monde est un peu polyvalent. Mhm. Donc, ils attendaient ça de moi, sauf que j'avais pas encore l'agilité pour Mhm. l'être, quoi. J'étais un peu jeune. Bon, bon, bon. Eh bien, écoute, super, tu réponds avec succès à cette première question. On Merci. passe donc à la deuxième. Quel a été le plus grand défi que tu as dû surmonter en tant qu'entrepreneuse à ce jour? Euh, je dirais que ce serait dépasser mon syndrome de l'imposteur. Honnêtement, j'ai toujours dans ma vie, je me suis dit, je suis pas assez forte, il y a meilleur que moi, etc. Encore aujourd'hui, hein, des fois, je me le dis. Et c'était très dur quand, bizarrement, quand un client signait avec moi, il fallait que je m'auto-coach. Tu vois, quand c'était un gros projet, je me souviens, mon premier projet où c'était un gros chiffre, un gros montant, je te jure, j'ai flippé ma race. Je- le soir où ça a été signé, ce truc, j'ai pris une douche et dans ma douche, j'étais là, tu vas y arriver. Si ça va pas, tu cherches sur YouTube, il y a plein de ressources aujourd'hui, patati patata. Et tu vois, je me C'est coachais, je me génial. coachais, je me coachais. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, donc là, c'est rigolo d'en parler sur ce contexte-là, Oui. mais c'est vrai que ça vient au quotidien, tu vois, à chaque fois que tu essayes de mettre un truc en place, tu te dis, puis la peur du regard des autres aussi, se mettre en avant. Sur LinkedIn, aujourd'hui, je publie beaucoup, je mets beaucoup en avant, mais c'est quelque chose où je trouve quand t'es une femme, on te dit de pas le faire, tu vois, de Mhm. rester un petit peu en retrait, de rester toujours dans tes petits souliers, à ta place, etc. Sauf que, en fait, elle est où notre place? Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc, finalement, j'ai commencé à me conditionner, à me dire, il faut que je prenne ma place, il faut que je mette en place une routine qui me fasse obtenir des résultats. Et j'ai essayé de penser comme je pense quand je travaille pour un client, en mode stratégie. Ok, qu'est-ce que je vais faire pour combattre ce syndrome de l'imposteur? Petit à petit, je mets des choses en place, j'essaye de me mettre en avant, j'essaye de promouvoir mes offres, je n'hésite pas sur le pricing aussi, parce que ça, c'est compliqué. Donc voilà, à chaque étape de l'avancée de mon entreprise, je rencontre ce syndrome de l'imposteur et je pense que c'est le défi que j'aurai à relever pendant un moment parce qu'il sera toujours un peu là, quoi. Dès que je vais essayer de mettre quelque chose de nouveau en place, je vais me dire est-ce que je suis à la hauteur, etc. Donc effectivement, je me conditionne, je me parle à moi-même sous la douche. Quand je vais courir, je me sors des affirmations pour me conditionner. Et voilà, c'est un travail quotidien, quoi. Bon, bah, si ça peut te rassurer, c'est quelque chose qui, dans le temps, disparaît. Euh, C'est vrai? ouais. En fait, à force de faire alors je vais pas dire les mêmes prestations, mais d'avoir une récurrence dans notre discours commercial, dans Oui. les gestes qu'on répète au quotidien, le cerveau, il arrête de paniquer et de nous dire, nous envoyer tous ces signaux Mm. négatifs, et à la fin, on est plutôt sûr de soi. D'ailleurs, on développe autre chose d'assez bizarre, c'est que dans notre monde professionnel, on devient beaucoup plus sûr de soi que dans le monde personnel. Ah ouais? Et on peut se Ça, je le retrouver, ressens pas encore, on peut, tu mais vois, oui, par exemple, ça se retrouver en soirée avec plein de gens qu'on ne connaît pas sur une thématique qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait au quotidien et ne pas savoir quoi dire ou sortir ou qui aller voir. Et tu nous prends la même personne dans une réunion professionnelle avec notre thématique préférée. Mais alors là, on monte devant tout le ouais, monde, on explique, on parle à la chat et tout. Donc ça incroyable. évolue bien. OK.
Alors, on parle de clients, du coup, en question numéro 3. Comment est-ce que toi, tu as fait pour trouver tes premiers clients, pour faire connaître ta structure? Alors, alors c'est incroyable parce que ma toute première cliente, elle s'appelle Céline et d'ailleurs je l'ai recroisée il y a pas longtemps et elle m'a contactée le jour même où j'ai décidé d'être, à 100 à mon compte et donc c'était le 17 mars, un truc comme ça, de, 2021. Ouais, c'est ça. Le 17 mars, non, 2022, pardon. Le 17 mars 2022, et elle me contacte le soir même où, en fait, c'était le jour où j'ai quitté mon CDI, quoi. Et elle me contacte, elle me dit, écoute, Manon, est-ce que tu pourrais me faire un logo et un peu me coacher sur les réseaux sociaux? Et en fait, j'avais encore rien. J'avais ni ma charte graphique, ni ma communication. J'avais que dalle. J'avais même pas. Si j'avais juste vite fait annoncé dans un post LinkedIn que je me mettais à mon compte. Et voilà, elle m'a tout de suite contactée. Donc, merci Céline. En plus, elle habitait au Canada à ce moment-là. Donc, tout de suite, tu vois, j'ai eu une première mission, en plus internationale et tout. Donc, j'étais super contente. Et donc, c'était ma toute première cliente. J'ai bossé avec elle. Et en fait, suite à ça, en fait, j'ai continué à créer du contenu. D'abord sur Instagram et puis après sur LinkedIn. La plupart de mes clients, c'était du bouche à oreille, clairement. Au début, j'ai eu pas mal de missions de rédaction web qui n'étaient pas mon cœur de métier, mais ça me plaisait quand même de le faire, donc je l'ai fait. Puis après, petit à petit, j'ai construit mes offres, j'ai commencé à communiquer davantage. Et puis, je donne des cours aussi dans des écoles post-bac. Donc ça m'a permis, je l'ai donné déjà avant parce que j'ai bossé dans un organisme de formation avant et du coup ça m'a permis aussi de me tenir à flot les mois où j'avais un peu moins de clients, on va dire pour de la prod, pour de la stratégie, etc. J'avais ces cours-là à donner et du coup ça me permettait de rencontrer aussi des gens pendant ces cours-là, parce que tous les étudiants sont en alternance, ils ont tous des boîtes, ils ont tous des besoins en communication. Donc voilà, c'était du bouche à oreille, très clairement. J'avais pas de construit de tunnel de vente. Je fais pas de prospection téléphonique. C'est quelque chose qui m'angoisse. Tu vois, en fait, discuter avec toi, discuter avec les gens, il y a aucun souci. Aller en réunion. Pareil, j'ai fait des réunions entrepreneurs aussi, tout ce qui est business café, des choses Ouais. comme ça, où tu bois un coup avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est compliqué aussi, je trouve, parce que je me retrouvais avec des gens qui sont là depuis 10 ans. Et puis moi, je débarque avec mes baskets Nike et mon petit look, tu vois, mi-ado, mi-adulte, adolescent, on va dire. Donc voilà, s'imposer sur ce genre d'événement, c'est aussi difficile. Même si au bout d'un moment, quand je montre mon expertise, quand je montre mon savoir-faire, les gens ils commencent à me prendre au sérieux. Mais voilà, c'était beaucoup de bouche à oreille et c'est ce que je dis un petit peu aux gens qui me disent qu'ils ont envie de devenir entrepreneur, c'est en fait il faut savoir enfoncer des portes, il faut pouvoir demander des recommandations aux gens, etc. Et puis finalement un client convaincu me ramène un autre client, me ramène un autre client, me ramène un autre client, et finalement la première année et la deuxième année, mon planning il était assez rempli. Mis à part l'été où c'est des périodes creuses, mais le reste de l'année c'était assez rempli et j'avais pas à me plaindre pour un début d'activité, quoi. C'est vrai que aller donner des cours, je me souviens la première fois que je l'ai fait, on est venu me chercher, c'était il y a 8-9 ans de ça, et moi je me disais, mais je suis pas prof déjà. Est-ce que je me sens assez mature et bon pour pouvoir driver autant d'élèves, et beaucoup de remises en question, et en vrai c'est une super opportunité. Ouais. Et même il y a beaucoup d'écoles qui cherchent des intervenants, beaucoup plus que ce qu'on pense, et nous on n'y pense pas en tant que indépendant ou entrepreneur, mais on est très très attendu par les écoles. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de choses à offrir, même si on n'a qu'1 an ou 2 ans d'expérience. Ce qui intéresse l'école, c'est l'actualité. Les personnes qui sont dans ce qu'on fait aujourd'hui, qui connaissent, qui maîtrisent les technologies actuelles. Moi, je vous encourage, si effectivement, comme Manon le dit, vous voulez un complément
où vous voulez une deuxième activité à côté, et vous contactez, alors pas les écoles publiques, hein, on parle bien d'écoles privées, des écoles privées qui, et puis vous leur expliquez, voilà, vous êtes bon en ça, 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 et vous êtes dispo pour donner des cours, vous pourriez avoir de super surprises là-dessus. Exactement, bah, c'est ce que j'ai fait cet été parce que je voulais voir s'il y avait des nouvelles écoles dans mon coin et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit à tous les contacts que j'ai trouvés et puis voilà, ça m'a rempli mon planning et puis ça permet aussi de se tenir, de lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Je sais pas Oui. si on va en parler après, je sais plus. Et aussi de se maintenir à flot au niveau des tendances actuelles, etc. Parce que finalement, c'est un peu l'avenir de notre métier qu'on va voir directement. Donc, ça permet un petit peu d'espionner aussi le futur de la com, du market et du digital. Donc, c'est aussi intéressant. Allez, on passe à la quatrième question, Ouais. qui est tournée un peu en mode dramatique. Alors Manon, la plus grande erreur que tu as commise dans ton parcours entrepreneurial? Euh, je dirais que c'était ne pas oser, tu vois. Pour l'instant, alors une erreur qui m'a coûté beaucoup, franchement, je touche du bois, j'en ai pas eu. Honnêtement, j'en ai pas eu. Faire confiance aux gens, Mhm. faire un peu trop confiance. Ça, par contre, c'est clair que bah, c'est ma plus grande erreur, en fait. C'est ma plus grande erreur. En plus, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, tu vois, c'est que ça veut pas rentrer dans ce petit crâne. Mais tu vois, par exemple, une, euh, une, euh, une cliente qui veut bosser avec moi et puis qui finalement ne me paye jamais et trouve tous les stratagèmes pour ne pas me payer. Euh, la deuxième fois que ça m'est arrivé, je me suis protégée avec mes conditions générales de vente. Mhm. Et du coup, je me suis un petit peu plus préservée, on va dire, au niveau financier, parce que c'était un projet qui m'avait pris quand même énormément de temps. Et si je ressortais avec zéro pointé, ben, en fait, c'était clairement, ça mettait en péril ma trésor, ça mettait en péril moi, mon quotidien, etc. Donc voilà, et ça m'est arrivé 2 fois de faire confiance à quelqu'un. Et c'est souvent des gens qui font ami-ami, tu vois, Mhm. qui sont très sympathiques, qui te payent le déjeuner pour parler du projet, qui en font des caisses, qui sont super contents de ton travail. Et puis finalement, en fait, au bout de 3 jours, ils sont plus du tout contents de ce que tu as fait, bizarrement. Alors que toi, tu es sûr que ce que tu as fait, c'est bien. Et puis quand on a le syndrome de l'imposteur, forcément, vu que j'en parlais tout à l'heure, ben, on se remet beaucoup en question, on se remet vite Ouais. en question. Et poser ses limites avec ces personnes-là, quand on a un caractère comme le mien, c'est un travail Mhm. à faire. Et peut-être que la plus grosse erreur, c'était justement ça, d'accorder une confiance euh, peut-être un peu rapidement à pas mal enfin, à 2 clientes Mhm. principalement. 2 clientes, voilà. Si je devais réagir à tout cela, donc sur ces 15 ans de gestion entrepreneuriale que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai vu et j'ai discuté avec pas mal de clients différents, avec beaucoup d'humeur et de modes de fonctionnement différents. Je suis pourtant resté à peu près la personne bienveillante que j'étais au début, avec forcément un peu plus d'assurance et Mm, de warning, mais je suis resté moi dans mes valeurs. Ça, c'est mm, important. Une différence que je pourrais noter, c'est que euh, j'apprends et je continue à apprendre à dire non et donc à choisir les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. C'est un truc très compliqué à faire, surtout quand on est dans une période où on a besoin ouais. de trésorerie. Mais je l'ai fait il y a encore 2 semaines où j'ai refusé un très très gros client parce que à la fin de la visio, pourtant la visio était top et on savait super bien faire, prestation de niche, et à la fin de la visio, j'ai quelqu'un qui me demande si comment ça se passe pour les urgences, comment ça se passe si c'est quoi nos heures de travail, est-ce qu'on travaille le week-end, et s'il nous envoie quelque chose à 8 heures le soir, comment ça se passe. Et j'ai quand même réfléchi 2 3 jours et je me suis dit tant pis, je vais décliner. Je ne Mm, veux pas partir sur des semaines de galère, etc. Et ça, je pense que c'est bien de savoir ce qu'on veut, qui on est, d'essayer de rester qui on est, en fait, hein, tout en évoluant. Et donc, je me retrouve complètement dans ce que tu as expliqué. ouais.
Bah, je trouve qu'il y a il y a des red flags, des drapeaux rouges qui ne trompent pas. Et cette question sur les horaires, franchement, elle est très parlante. Bah, la deuxième cliente avec qui ça m'est arrivé, elle m'avait dit, mais je comprends pas. Enfin, elle m'avait envoyé un truc le vendredi à 17h. Et je lui ai dit, par contre, je travaille pas ce week-end, donc je prendrai compte de ton mail lundi. Et elle m'avait envoyé un vocal, comment ça, tu travailles pas le week-end alors que tu es entrepreneur, tu crois vraiment que tu vas réussir comme ça? Tu vois, c'était vraiment très appuyée, sachant que c'est une personne qui n'allait vraiment pas bien mentalement à cause de son boulot, quoi. Donc voilà, et qui est très jeune. Et du coup, ça m'a fait un peu de la peine. Donc, je voulais l'aider. Tu vois, il y a la partie émotionnelle aussi qui entre en jeu. Mais clairement, moi, j'ai hâte que ça se repasse, ce genre de situation, pour justement appliquer ce que tu viens de dire et oser dire non. Parce que là, maintenant, je pense que je suis assez blindée pour le faire. Blindée émotionnellement, pas pécuniairement, parce que ça, ce n'est pas le cas. Mais oui, blindée émotionnellement et au niveau des valeurs que j'ai et que j'ai envie de garder, parce que l'idée, c'est pas de devenir complètement aigri, comme disent les jeunes en ce moment, à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes et de tenter des nouvelles choses, quoi. Voilà. Bien. Alors, ça nous permet de passer à la 5e question. Comment, Manon, tu fais pour équilibrer vie pro et vie perso? Alors, il y a des périodes où c'est compliqué. En ce moment, c'est assez complexe parce que du coup, je donne énormément de cours. C'était la rentrée. Alors là, ça va de nouveau un petit peu se tasser. Mais la journée, je bosse pas mal sur les cas de mes clients. Le soir, je prépare des cours, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est pas mal compliqué d'associer les deux. Pourtant, en fait, quand je me suis lancée, j'ai tout de suite réfléchi à cette question. Je me suis dit qu'il y avait 3 entités que j'aimerais respecter, entre guillemets, tout en faisant grandir mon entreprise. Donc, il y a mon entité professionnelle. Donc, faire grandir mon entreprise, pouvoir assister à des événements, tu vois, qui peuvent la faire rayonner, etc. La deuxième entité, c'était moi. Parce que finalement, en fait, c'est bien beau de se dire on va séparer vie pro et vie perso, parce que quand on pense à vie perso, tu sais, on pense au conjoint, aux enfants, à la maison, etc. Mais en fait, quand on s'occupe des conjoints, des enfants, de la maison, on s'occupe pas vraiment de soi, tu vois. Et du coup, après, il y avait l'entité 3 qui est ma vie intime, amoureuse, avec mon chien, parce que je n'ai pas d'enfant, avec mes parents, avec ma sœur, etc. Et du coup, en fait, je prévois tout, en fait, dans mon agenda. Si tu veux, je sais que à partir de 9h jusqu'à midi, je vais travailler sur tel et tel sujet. À midi, souvent, je vais à la salle de sport, donc pour m'occuper de moi, ou alors, voilà, si j'ai besoin d'aller chez le coiffeur ou un truc. Bon, je vais chez le coiffeur une fois toutes les 5 glinglins, mais si j'ai besoin de faire un truc pour m'occuper de moi ou d'aller boire un café avec une copine, je le fais, tu vois. Parce que pour moi, rester entre ces 4 murs toute la journée, c'est pas possible. Très souvent, du coup, je vais à la salle de sport et l'après-midi, je reprends mon taf. Quand j'ai des journées qui sont complètement remplies, comme j'avais par exemple la semaine dernière où je devais faire court toute la journée, en fait, malheureusement, du coup, le soir, quand je rentrais, je devais traiter mes mails, je devais préparer mon cours pour le lendemain ou le relire au moins, ou tu vois, regarder s'il manquait pas des choses. Du coup, c'était compliqué. Donc là, dans ces cas-là, c'est vrai que mon conjoint, il râle un petit peu. Mais du coup, je lui remets les pieds sur terre en lui disant que c'est super rare. Ça doit m'arriver, tu vois. Et franchement, ça m'arrive peut-être 3 fois dans l'année, tu vois, de bosser très, très tard le soir. Après, généralement, vers 19h, 20h, je m'arrête maxi, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment essayé de mettre en place dès le début. Et puis après, pour les vacances, ma foi, les vacances, je me cale un petit peu sur mon conjoint, quoi, et j'essaye de prévenir mes clients, j'essaye de voir avec eux comment c'est possible d'assurer un suivi tout en ne m'appelant pas. S'ils ont besoin de quelqu'un en backup, je trouve quelqu'un. Après, la majorité de mes clients, ils sont hyper compréhensifs par rapport à ça. C'est justement
pour ça que je suis très contente aussi que ça ne dure pas avec les clients pénibles, parce qu'en fait, ce genre de client pénible, il comprendrait pas que tu pars une semaine en vacances, quoi. Donc moi, tous les clients que j'ai aujourd'hui réguliers avec qui je bosse tous les mois sont hyper compréhensifs par rapport à ça et m'encouragent même à aller me reposer quand ils voient que je suis en déclin. donc voilà, j'ai vraiment du bol avec ça. Et pour l'instant, cette méthode marche bien pour moi. Mon agenda, voilà, il y a du bleu pour les moments de repos, il y a du orange pour les moments de boulot, il y a du violet pour les rendez-vous, les réunions, et puis il y a du rose quand... Enfin, tu vois, j'ai dit des couleurs au pif, mais tu vois, à chaque fois, c'est plutôt bien structuré pour moi. Et après, j'essaye de m'organiser un max parce que pour moi, si mieux t'es organisé, mieux t'arrives à gérer. Après, comme dit, je n'ai pas d'enfant. Et je pense que mon bazar organisé ne marcherait pas si demain je devais m'occuper d'un enfant en plus. Donc pour l'instant, ça marche comme ça, quoi. Et c'est super ingénieux ce que tu as fait parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut se caler du temps dans son agenda qui nous est réservé, que ce soit pour faire du sport, pour prendre du temps pour soi, parce que du coup on peut pas y placer des rendez-vous clients parce que le bloc est déjà occupé. Mentalement, le cerveau il est conditionné à se dire bah là, c'est le moment de pause qui est posé. Et moi, au début, je ne le faisais pas. J'avais le classique planning professionnel. Et puis, bah, quand il n'y a plus rien, alors je peux penser à moi. Et souvent, c'est là où on fait dodo et on se réveille le lendemain. Et puis, on se fatigue, on s'épuise. Moi, ça fait que 2-3 ans que je ne travaille plus les week-ends, que je travaille plus à partir de 18 heures. Mais comme tu le dis, alors, tu as de la chance que ça ne soit que 2-3 fois par an. Moi, j'en suis à 2-3 mois par an encore. Assumer des jours. Après, on n'a pas le même type de structure, hein, Julien. Moi, je suis toute seule, tu vois. Toi, tu as d'autres choses à gérer, tu as de l'humain aussi à gérer. C'est vrai. Ce qui n'est pas évident non plus. C'est vrai, mais une chose sur laquelle je suis assez convaincu, c'est que je termine ce soir à 18 h ou que je pousse, ça ne change rien à mon lendemain ni à mes journées à venir. En fait, il y aura toujours des urgences, il y aura toujours des priorités. Et donc, j'essaye, peu importe la charge de travail, de me dire, allez, il faut que je stoppe à la même heure. Comme ça, j'ai un équilibre de vie. De toute façon, tout est très, très routinier, je trouve. En fait, si t'as pas de routine en tant qu'entrepreneur, je pense que tu tiens pas le coup. Et moi, j'avais peur justement de ça. Parce que j'ai essayé d'identifier les freins au début quand je me suis lancée en me disant qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas. Et je l'ai très vite identifié, le fait que je pourrais complètement me laisser... Parce que j'ai déjà fait un burn-out dans ma vie pro. Et j'avais identifié le fait que je pourrais complètement me laisser submerger par le boulot, mes émotions, le stress aussi de... En fait, quand tu rentres pas de clients, quand tu rentres pas d'argent et que tu es en processus de prospection, de démarchage, de création de contenu pour trouver des clients, j'envoie des mails parce que je veux savoir si un tel a besoin de mes compétences. C'est très, très stressant. Et même si on n'a pas de boulot à proprement parler, je trouve que c'est les périodes les plus angoissantes, tu vois. Et du coup, je me suis dit... Donc, j'avais identifié ce problème-là parmi d'autres. Et du coup, je me suis dit comment je vais faire. Et pour moi, prendre soin de ma santé et m'écouter quand je suis fatiguée, quand ça va pas ou quand j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de me défouler, c'est prendre soin de mon entreprise aussi, tu vois. Et je sais pas si tous les entrepreneurs pensent comme ça, mais je pense qu'il faudrait, tu vois, parce que finalement, on incarne un petit peu notre entreprise tous. Donc, si on n'est pas en bonne santé, l'entreprise, elle peut pas être en bonne santé. Et la santé mentale et la santé physique comptent au même niveau pour moi, en tout cas. Je pense que malheureusement, on est peu à penser comme ça et avoir le courage de le faire. Parce qu'on est rattrapé par l'angoisse de la pression, des priorités, des urgences et qu'il faut que ça sorte. Et puis l'angoisse de l'argent aussi, est un gros point. Ah, ça c'est clair, ouais. Ok. Eh bien, on attaque la 6e question. Alors, on parlait tout à l'heure de la plus grande erreur de ta carrière. On inverse complètement. La plus grande fierté dans ta carrière d'entrepreneuse, Manon? En fait, je pense que c'est d'être toujours là après presque 3 ans. Parce que en vrai, c'est pas que j'y croyais pas, mais je pensais pas que j'allais
je pensais que j'allais galérer financièrement. En fait, quand j'ai dit à mon conjoint, ça va pas à l'agence, j'ai besoin de plus, j'ai envie de plus, je sais pas, je le sens pas et tout. Et que je lui ai dit, je pense que je vais me mettre à mon compte et tout. Il m'a dit, bah écoute, moi de toute façon financièrement, si ça va pas, je serai là, quoi. Mmh. Et j'ai jamais eu à lui dire, je peux pas payer ma part du loyer ce mois-ci. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir eu. Alors, j'ai eu une éducation financière minimum, j'ai envie de te dire. Enfin, minimum. Mmh. Je pense que c'était pas un minimum par rapport à d'autres personnes, mais j'ai appris tellement de trucs depuis que je suis entrepreneuse que je pense que mon éducation financière a été complètement différente il y a 3 ans. Mais j'ai quand même réussi à, à faire en sorte d'avoir une trésor, à optimiser des choses. J'ai appris plein de trucs et j'avais une phobie administrative, donc faire des factures, faire des devis, Ah ouais. faire des conditions générales de vente, faire des contrats, etc. Waouh, c'était dur pour moi, tu vois. Je repoussais le moment, les déclarations d'impôts, l'URSSAF et tout. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Après, je suis en micro-entreprise pour l'instant encore, donc ça va. J'ai le minimum de l'administratif. Mais je pense que ma fierté, elle est un peu globale sur comment j'ai réussi à gérer ça. Et l'image que je renvoie aujourd'hui aussi sur les réseaux, bah, rien que le fait que tu me contactes pour participer à ça, ben, je te remercie parce que c'est une fierté pour moi de pouvoir aussi échanger avec des entrepreneurs qui sont installés, qui me prennent au sérieux. Tu Mmh. vois, parce que moi j'ai débarqué en mode bon, je suis la petite rigolote, personne va me prendre au sérieux, mais finalement si, j'ai des choses à apporter et peut-être me rendre compte aussi que j'ai des choses à apporter, c'est également une fierté. Donc voilà, c'est un peu global, c'est pas une réponse, on va dire, précise, mais il y a plein de petites choses, plein de petites briques qui font que je suis plutôt fière de là où j'en suis, quoi. Tu peux effectivement être fier de toi et de ton Merci. parcours. Tu me fais penser à un adage qui est connu quand on a déjà quelques années dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est les 3-6-9. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, je veux bien savoir. On a les 3 premières années, les 3 suivantes et les 3 suivantes. Et donc, ce sont des phases sur lesquelles, statistiquement, on va dire, il y a des risques que ça s'arrête. Les 3 Mmh. premières années sont le premier pas. Et donc, effectivement, on découvre le secteur, l'entrepreneuriat, tout l'administratif, comment est-ce qu'on gère les clients, la trésorerie. Et ça se fait pas sur quelques mois, ça se prend ce certain temps. Oui. Et donc, quand on a fait ces 3 premières années, qu'on attaque la deuxième partie, on a fait déjà un très très gros morceau qui permet de dire mon entreprise, elle est stable. Stable, ça ne veut pas dire que l'argent, elle tombe en récurrence tous les mois. Ça veut dire que le modèle économique, la manière de fonctionner, tout ça, c'est acté. Et donc, normalement, sur les 3 années suivantes, si tu veux que je te donne un petit peu la vision Allez, d'entreprise, c'est puisque ce tu as qui une m'attend, quoi. base qui fonctionne bien, tu vas normalement réfléchir, ok, alors comment est-ce que je perds moins de temps là-dessus, comment j'améliore tel process, est-ce que je dois élargir ma gamme de prestations ou à l'inverse, est-ce que je dois la réduire parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de Bah, faire. je suis en plein dedans là, c'est marrant. Vraiment, c'est les questions que je me pose en ce moment. Donc, et j'entre dans la troisième année, donc tu vois, dans la quatrième, pardon. Donc, tu vois. Bon, c'est purement statistique. Alors, donc tu as 3 ans à tenir, il faut bien les tenir, Oui. et, et la phase la plus compliquée, c'est la dernière, du coup les 6-9. Parce qu'en général, donc la phase des 4 à 6 ans, elle te permet de grandir. En grandissant, il y a des choix que tu pourrais faire, comme te dire, tiens, bah, j'ai plus envie de travailler seul, j'ai envie d'être avec quelqu'un, tiens, j'ai envie d'avoir des locaux que je vais louer, et donc tu vas te mettre à changer, tu vas avoir plus de frais au quotidien, tu vas avoir d'autres responsabilités, tu vas te mettre à gérer de l'humain, et ça c'est vraiment très important. Si pendant ces 3 années-là, tu fais des changements et que tu ne remets pas en question tes process, c'est-à-dire que tu gardes les process des 3 premières années que tu gardes sur les 3 suivantes, tu risques de Mm, stopper vers la 6e ou 5e année. Parce que ça ne marche pas et parce qu'à chaque fois qu'on monte ou même qu'on descend, il faut remettre à plat ses process. Voilà le mm. conseil que je peux te donner sur cette partie-là. Super intéressant, merci. Alors, on passe à notre question numéro 7. Donc, comment est-ce que tu fais pour gérer les moments de doute
et de stress dans ton activité. Et tout à l'heure, tu parlais de la solitude de l'entrepreneur. Je pense que ça peut être le moment de l'aborder effectivement. Mmh. Bah, je pleure, je me roule par terre et puis je mange du chocolat. C'est très important. Non, alors moi je suis quelqu'un de très émotif, donc mais ça n'empêche que je suis une personne assez forte et assez déterminée. Donc j'en ai souvent des moments de doute, des moments où je me remets en question, où je remets en question ce que je fais. Mais en fait, je pense que ça me sert dans ma vie d'entrepreneuse parce que du coup, ben, comme tu disais avant, tu parlais des process. Bah, j'ai déjà remis en question pas mal de mes process. Là, j'ai commencé justement à demander de l'aide à des professionnels, tu vois, pour mettre en place des process qui pourraient me faire gagner du temps. Et surtout, là, je suis en train beaucoup de bosser sur ma satisfaction client, comment faire pour maintenir le client au courant de tout ce qui se passe, pour faire en sorte qu'il voit... Parce qu'en com, il y a beaucoup de choses que tu fais en sous-marin. Mmh. Tu sais, quand tu construis des sites internet, bah, il y a plein de choses que tu fais que le client ne se rend pas du tout compte du temps que ça va te prendre. Mais par contre, c'est essentiel pour son projet. Donc je suis en train de construire ça. Et du coup, cette phase de remise en question, c'est cyclique, quoi. C'est tous les 2 ou 3 mois, tu vois, je remets en question mes process, je remets en question ma façon de m'adresser aux gens, etc. Et cette remise en question, des fois, elle est bénéfique parce qu'elle donne un élan, et des fois, elle est négative parce que je me dis, des fois, je me remets en question au point où je me dis, mais est-ce qu'il faut que je reste entrepreneuse? Parce qu'en fait, est-ce que je serais pas plus tranquille dans un boulot de salarié? Et puis finalement, j'y réfléchis, je me dis, non, mais attends, Manon, t'as jamais été en aussi bonne santé, en aussi... tu vois, le corps, il parle de lui-même, donc... Voilà, des fois, je me rationalise quand j'ai des coups de stress comme ça. Après, quand c'est des stress financiers, c'est un peu plus difficile parce que y a des périodes où franchement, tu te dis, punaise, je suis une... on a le droit de dire des gros mots ou pas? On peut dire des noms qui n'existent pas et on comprendra. Je suis une carabistouille parce que je n'arrive pas à rentrer de l'argent, parce que j'ai trouvé personne, voilà. Et pareil, en fait, chaque problématique va s'expliquer, tu vois. Donc moi, j'essaye toujours de me dire, il y a des solutions, il y a des explications à tout. Si en ce moment, tu fais pas ton chiffre d'affaires objectif par mois, c'est parce que, en fait, c'est la saisonnalité, c'est parce que les gens sont en vacances, etc. Et finalement, c'est ce qui s'est produit, tu vois. Cet été, c'était difficile parce que l'été, c'est compliqué. Et puis, j'ai des amis entrepreneurs aussi qui vivent les mêmes choses. J'ai un copain, il est tatoueur. Et cet été, il était bougon parce que, en fait, personne ne se fait tatouer l'été parce qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, etc. Donc, les gens, ils viennent beaucoup moins se faire tatouer. Et du coup, il était pas bien. Mais du coup, en fait, le fait d'être entourée aussi par des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, ça me rassure. Et j'ai une copine qui est spécialisée dans tout ce qui est, elle est nichée dans tout ce qui est produits pour animaux. Et elle fait tout ce qui est rédaction web, gestion des communautés sur les réseaux sociaux, influence, etc. Elle est très calée là-dessus. Et du coup, dans ces moments de doute, je lui envoie un vocal, on va se boire un café, on en discute, on réfléchit à l'avenir. Et en fait, tout va mieux, tu vois. Et tant qu'on assure ses arrières avec un petit matelas, une petite trésorerie qui peut nous faire tenir à flot, et que voilà, on sait qu'il y a des moments où malheureusement, ce sera pas la classe à Dallas, ce sera peut-être plus, on va faire un tour en forêt pour se ressourcer. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Il y a aussi une pression, je pense, externe quand tu es sur les réseaux sociaux, tu sais, tous ces entrepreneurs qui disent comment gagner 10 000 euros par mois, comment gagner 12 000 euros par mois, comment devenir milliardaire. Les gars, genre, plus personne n'est dupe, en fait, clairement. Il y a peut-être un mois où tu vas facturer 12 000 euros ça, c'est des sommes en tant que micro-entrepreneur dont je te parle, mais pas des sommes agences, mais il y a peut-être un mois où tu vas facturer 12 000 euros ou 15 000 euros ou 20 000 euros où tu seras super content. Et le mois d'après, tu factures 1000 balles et tu te dis, c'est pas grave en fait, parce que je fais ma moyenne sur l'année, etc. Ouais. Donc moi, j'ai des process aussi pour me rassurer financièrement. J'ai un tableau de prévisionnel où mois par mois, je mets ce qui est prévu, le travail qui est prévu et ce que je vais toucher. Donc ça me rassure.
parce que je vois que tous les mois, je peux payer mon loyer déjà. Ça, c'est la dépense qui, pour moi, est la plus importante. Payer mon loyer et payer mes courses et les croquettes de mes animaux. Et du coup, ça me rassure. Et puis après, en fait, je vois, selon mes objectifs, bah là, je vais devoir carburer, je vais créer du contenu, je vais créer un tunnel de vente, etc. Et j'essaye de l'utiliser comme moteur plutôt que comme frein. Voilà. Et la gestion du stress, ben, des fois, je fais de la méditation. J'essaye aussi d'accueillir mes émotions, tu vois, quand je sens que je commence à monter en pression à cause du stress ou à être submergée. En fait, je vais faire de la respiration, de la cohérence cardiaque. Je vais essayer de m'imaginer qu'en expirant, ben, je relâche un petit peu ces émotions-là. Et puis après, je suis de nouveau d'attaque pour repartir. Et après, c'est plan d'action, quoi. C'est comment je fais pour sortir de cette situation. Et voilà, j'essaye de mixer un petit peu toutes les techniques que je connais. Et sans doute que ça va encore évoluer, cette gestion du stress, à l'avenir. C'est déjà très poussé, je trouve. Tu as une bonne analyse de toi, tu te poses les bonnes questions, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui t'a mis dans telle ou telle situation pour réussir à en sortir, ce qui est un super mécanisme. Moi, j'ai 2 choses sur lesquelles je veux rebondir. La première, tu as beaucoup illustré le fait que si tu ne vas pas bien, tu vas parler, en fait. Tu vas voir les gens, tu discutes avec eux. Et ça, c'est une chose qui est très efficace, qui est gratuite, qui demande un peu de temps. Mais quand on va pas bien, il faut en parler. Il faut surtout pas se renfermer sur soi. Donc, ça veut dire qu'il faut être bien entouré. Et la deuxième chose où je voulais rebondir, c'est tu parlais de sommes mensuelles qu'on peut toucher ou autres. Alors 12 000 euros peut-être pour certaines personnes une très grande somme et pour d'autres pas. Voilà, c'est ça. C'est un point très important que j'ai envie de partager. Quand j'ai lancé mes activités, comme beaucoup de personnes, j'avais des tarifs beaucoup trop bas. Okay, et puis dans le temps, c'est très dur à monter. Alors j'ai aussi vu l'inverse, j'ai aussi vu des freelances qui ont débarqué avec des tarifs tellement trop hauts que je sais même pas comment est-ce qu'ils feront pour réussir à redescendre. Parce que du coup, je pense que tu perds en crédibilité. Mais surtout, il y a un seuil psychologique qu'on se fixe nous-mêmes. Et quand on parle de confiance en soi ou de syndrome de l'imposteur, je pense qu'il y a des moments où on se dit qu'est-ce qu'on se sent capable de gagner par mois ou de facturer. Je crois que je devais être dans les 2500 € quand j'ai débuté il y a 18 ans mon auto-entreprise par mois. Et pour moi, c'était génial parce que c'était 1,5 fois le salaire que je pouvais gagner à l'époque. Donc c'était mieux, donc c'était génial. Quand j'ai lancé ma SRL avec mes premiers salariés, on devait faire 8 000 € par mois. Et c'était le strict minimum pour rentrer dans les frais, les charges, etc. Et comment on allait faire 8 000 € par mois. Et ensuite, on a dépassé la barre des 10, les 15. Et aujourd'hui, je le dis sans prétention, le groupe, il doit faire 70 000 € par mois pour tenir. Je me dis plus comment je vais faire parce que j'ai acquis une compétence, si on peut le dire comme ça, je sais que c'est qu'un frein psychologique. Et en fait, si je dois faire 70, je trouverai le moyen de faire 70 parce que je sais que je peux les faire. Par contre, je ne peux pas, pour rebondir à ce que tu me disais sur LinkedIn, je peux pas me dire que je ferai 1 million par mois parce que je suis le premier à ne pas y croire. Oui, non, mais après, j'ai échangé d'ailleurs sur ça avec ma sœur hier soir parce que Xavier Niel a fait une conférence qui s'appelait Comment devenir milliardaire. Et du coup, bon, il y avait des gens qui nuançaient, tu vois, en mode en fait, l'argent, il ne se crée pas. Il s'échange, il se prend, etc. Donc, en fait, tout le monde ne peut pas devenir milliardaire. C'est pas possible, en fait. Voilà. Et bon, après, je pense maintenant que c'est acté que les créateurs de contenu qui disent bonjour à toi, jeune entrepreneur, tu veux gagner 1 million d'euros par mois, patati patata. Ouais, en fait, il y a des gens pour qui gagner 10 000 € par mois, c'est incroyable et c'est leur source de bonheur, etc. Puis il y a des gens pour qui facturer, je sais pas, 3 à 4 000 € par mois ou même 2 000 € par mois ou 2 500 comme tu disais, mais à côté, être en bonne santé, avoir un toit au-dessus de la tête qui leur plaît, pouvoir passer du temps avec leur famille, voilà, etc. C'est ça leur bonheur. Et s'ils gagnaient 6 000 € par mois mais qui passaient beaucoup moins de temps avec leur famille ou à prendre soin d'eux, ben, en fait, ils seraient pas heureux. Donc, finalement, il n'y a pas de... On pense toujours que si on gagne plus d'argent, on serait plus heureux. Non. Je suis pas sûre, tu vois. Moi, j'aimerais pas bosser 20 heures par jour, me coucher tous les soirs complètement éclatée
même si c'était pour gagner 1 million d'euros par mois, tu vois. Je suis Voilà. totalement d'accord avec toi. On a chacun notre montant. Ben, c'est ça. Moi, je serais pas enterrée avec mon argent, hein. Enfin, franchement, tu vois, si je meurs à 40 ans parce que je me suis saignée pour avoir de la thune, ben, en fait, pourquoi faire, en Ouais. fait? Pourquoi faire? Qui va en profiter de cet argent? Enfin, ça me dépasse un peu. Allez, on attaque la 8e question déjà, Manon. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand on est dans un monde professionnel pour s'entourer des bonnes personnes? C'est une question qui touche pas mal de choses, hein. C'est les bonnes personnes en termes de relations professionnelles, donc des prestataires, des amis professionnels, mais les clients sont aussi des bons ou des mauvaises personnes, Ouais. et la définition n'est propre qu'à soi-même. Oui, bah, je trouve que c'est une question hyper pertinente parce que on est forcément entouré quand on est entrepreneur. Enfin, c'est obligé qu'on soit entouré parce que sinon, ça veut dire qu'on réussit pas, on n'avance pas. Parce que finalement, notre réussite, elle dépend un petit peu des gens qu'on attire. Et c'est sur ça justement que je voudrais mettre l'accent, c'est que en fait, les personnes qu'on va attirer, elles vont venir par rapport à ce qu'on projette. Tu vois. Et c'est comme ça, je trouve, dans le monde professionnel, mais aussi c'est comme ça dans le monde personnel. Plus on projette quelque chose de précis, plus on va attirer les personnes qui correspondent à ça. Tu vois. Je vais utiliser un exemple parce que ça a l'air très perché ce que je suis en train de raconter. mais moi, tu vois, sur LinkedIn, je parle beaucoup de. Enfin, j'ai une charte graphique assez marquée. Ouais. Je parle beaucoup de mes ressentiments, je parle beaucoup je parle pas mal d'égalité homme-femme, de féminisme, etc. Je suis ouvertement, voilà, je commente ouvertement les posts féministes et antisexistes, tout simplement parce que déjà ça m'élimine une partie de clientèle qui portent pas ces valeurs-là. Et en fait, dans ma vie, si tu veux, j'ai remarqué un truc, c'est que plus j'avance, plus je prends des décisions, plus j'ai de l'ambition, plus j'ai des gens qui s'éloignent, tu vois. Et ça a commencé dès la fin de mes études, quand j'ai commencé à bosser dans divers endroits, à toujours vouloir trouver mieux, quitter un boulot pour un autre parce que ça me plaisait pas entièrement, etc. En fait, j'ai tout de suite commencé à avoir des personnes qui sont éloignées de moi. Et au début, moi qui suis une personne qui a envie d'être aimée par tout le monde, au début ça me choquait, ça me faisait de la peine, j'essayais de creuser pour comprendre, etc. Et en fait maintenant, donc ça fait 7 ans que j'ai fini mes études, avec 7 ans de recul, je me dis que c'était comme ça en fait. C'est parce que moi j'ai avancé et que ces personnes-là, elles avançaient pas dans le même sens. Et je le vois aujourd'hui, j'ai aussi des amis de longue date où en fait ça ne le fait plus. En fait, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout les mêmes ambitions, on n'a pas du tout les mêmes chemins. Et même si je garde une bienveillance quand même, où j'ai envie d'être là pour les autres, etc. Mais en fait, ça correspond pas à ce qu'ils attendent eux. Donc, ils partent naturellement. Et je pense que ça fait un tri quand même qui est bénéfique pour moi. Parce que ça me permet tu vois, d'avancer sans avoir quelque chose qui me retient, quoi. Et je pense que ces gens-là, c'est bien qu'ils aient fait partie de ma vie à un moment. Et c'est aussi bien que j'ai croisé les clients dont je te parlais avant qui m'ont fait de la peine, en fait, on peut le dire, parce que émotionnellement c'était difficile, qui m'ont fait de la peine, qui ont fait des trucs pas très réglo, parce qu'en fait ça m'apprend des choses et ça me permet de mettre des structures en place pour justement ne plus attirer ce genre de personnes. Et je pense que du coup, aujourd'hui, on attire ce qu'on projette, quoi. C'est pour ça que je pense à beaucoup ça. Alors, j'ai rien à rajouter, je suis complètement d'accord avec cette vision des choses. Et du coup, merci pour le partage de cette vision. Donc, il nous reste 2 questions avant la question mystère. Question 9, du coup, on va revenir sur une partie un peu plus stratégique. Comment est-ce que tu fais au quotidien pour rester compétitive
pour innover sur le marché sur lequel tu te situes? Alors, il y a plusieurs choses que je mets en place. Déjà, je remets beaucoup en question tout ce que je fais. Je me dis toujours: «Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que ça que j'ai mis en place il y a 1 an, c'est toujours, viable?» Mmh. La plupart du temps, la réponse, elle est non. Enfin, c'est non, tu vois? Je suis toujours en train de remettre en question ce que je fais. En plus, en ce moment, les technologies, elles évoluent tellement vite. Regarde l'IA, franchement, Ouais, c'est arrivé en 2-2. ouais. Tu vois, je vais à l'encontre de tous les gens qui disent, «Ouais, l'IA, ça va tuer des métiers et tout». En fait, moi, je me dis: «OK, comment je peux intégrer l'IA à mon boulot?» Parce que Oui. là, il faut, tu vois, il faut que je sois compétitive là-dessus. Donc voilà, quand je vois un nouveau truc, j'essaye de le mettre en place. J'essaye de l'intégrer à mon offre si c'est pertinent, hein, bien sûr, hein. Si c'est pas Mmh. pertinent, ma foi, voilà, je laisse le train passer. Mais ça, c'est un truc, j'ai travaillé avec mon papa pendant 4 ans et ça, c'est un truc que mon papa, il m'a appris, de toujours être au courant de tout ce qui se passe, des innovations et cetera, toujours saisir les opportunités et lui, il sait très bien le faire. C'est un truc qu'il sait très bien faire lui et qui m'a appris. Et l'IA en fait partie, hein, forcément. Hem, Après, pour rester compétitrice, j'essaye de me démarquer aussi, tu vois, dans ma stratégie. J'essaye de mettre en place des stratégies de différenciation. C'est pour ça aussi que, j'essaye d'aller un peu à l'encontre de ce que tout le monde fait. Je vais communiquer sur des choses, qui me touchent aussi, personnellement, parce que ça rejoint ta question juste avant. Ouais. Je vais me différencier par mon savoir-faire, mais aussi mon savoir-être et c'est comme ça que j'essaye de rester, compétitive, par rapport, aux autres acteurs, et aux autres actrices du marché. Hem Par rapport aux gens qui font le même métier que moi, tout ce qui est, direction artistique et cetera, je vais avoir une direction artistique personnelle très marquée Mmh. parce que, je me suis dit: «Je vais mettre le paquet sur, ma charte graphique, pour que ça flash quoi et que les gens disent: "OK, elle sait aller loin"». Je Mais il y a moyen qu'elle sache aussi aller, dans le sobre et d'ailleurs sur mon portfolio, tu vois, hein, j'ai des chartes graphiques, C'est vrai. où il y a de l'illustration, il y a des trucs, un peu farfelus et puis j'ai aussi des chartes graphiques très sobres, très pro, très classiques parce que, ben, c'était la demande du client donc j'ai un éventail de compétences créatives qui est quand même assez large quoi, et du coup j'essaye de jouer là-dessus. Bien. Je suis d'accord avec toi sur, l'IA. Je ne pense pas elle va peut-être stopper quelques rares métiers, mais elle va pas Ouais, détruire des métiers. On est déjà en train de l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, la caméra qui me filme, elle a une IA intégrée qui améliore l'image. Google Meet utilise des algos d'IA en ouais. arrière-plan pour flouter. Donc on l'utilise et après c'est comme tout, c'est un outil à bon escient. Donc tu as raison, on s'adapte, on repose, on remet en question, ses prestations, on analyse le marché, on fait des tests, la Mmh. fameuse R&D Ouais, et puis on reste dans l'air du temps et où on donne l'impression de rester dans l'air du temps, puisque c'est mmh. aussi l'image qu'on renvoie. En tout cas, oui, moi je suis très fan de tes posts sur les réseaux sociaux, ça c'est Ah clair. merci beaucoup. Alors Manon, 10e question, si, quelqu'un qui nous regarde actuellement est en train de se dire: «Ah, est-ce que je lance ma boîte? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil? C'est Ça dépend du profil de chacun. Moi, je dis qu'il faut analyser les risques. C'est-à-dire que, si vous vous rendez compte que vous prendrez pas trop de risques en lançant votre boîte, allez-y à fond et surtout pensez à, enfin, avant je vous ai dit, tu vois, je t'ai dit, j'ai pensé à tout ce qui pourrait faire couler ma boîte. Voilà, pensez, à ces scénarios-là et essayez de les anticiper. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui dans la vie, c'est la santé mentale. Si vous êtes pas bien dans votre job et que vous avez envie de lancer votre boîte, mais faites-le fois 1000. Mais pensez bien que s'il y a des choses qui vont pas dans votre job actuel, il faut pas que vous les reproduisiez dans votre boîte. Parce que l'humain, il est comme ça, tu sais. Tu sors d'une relation toxique,
tu fonces dans une autre, tu vois. Même si c'est avec une autre personne ou une autre entité, là on parle d'entreprise, mais en fait juste essayer d'avoir un regard critique sur les choses autour de vous pour ne pas reproduire des schémas qui pourraient vous remettre dans des situations similaires, parce que l'humain il est fait comme ça, on a tendance toujours à retomber dans le même trou. Donc voilà, il y a ça. Et ouais, elle était trop bien cette métaphore, je suis fière de moi. Du coup, il y a ça, mais par contre, en fait, si vous avez une idée de boîte, si vous avez envie de mettre en avant vos compétences et si vous avez envie d'apprendre plein de trucs, parce que vous êtes obligé d'apprendre des trucs, faites-le. Par contre, il faut être bosseur, il faut être capable de mettre en place des routines, il faut être capable de se remettre en question. Ça, il y a très peu d'humains qui savent le faire, se remettre en question, hein, je vous jure. Et il y a des entrepreneurs qui savent pas le faire non plus. Hein. Ouais. Se remettre en question sa façon de bosser, sa façon de penser, etc., perpétuellement. Et franchement, si vous vous sentez capable de faire ça, mais il n'y a rien qui vous retient, en fait. Voilà. Je vais rajouter que les risques qu'on s'imagine sont souvent un peu démesurés. Ouais. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas forcément envie de lancer une autre entreprise. Il y a des gens qui ont directement envie de passer à l'étape d'après 3 ans ou d'après 6 ans et de lancer la grosse structure, de recruter, etc. Oui. Mon conseil ne s'adresse pas à cette typologie de personnes, mais les personnes qui veulent se lancer à leur compte, qui ont un projet de cœur, de passion et qui veulent s'essayer. Et j'en parle dans l'une de mes vidéos, le risque, il est très faible, il est très modéré. C'est d'abord un risque financier où vous pouvez perdre 2, 3, 4 000 euros. Pour un particulier, ce sont des grandes sommes. Pour un professionnel, une entreprise, ce sont des petites sommes. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un monde pro, on manipule plus d'argent en entrée, en sortie, que dans notre monde personnel. Et donc, si vous avez posé à l'écrit un petit peu les sommes que vous souhaitez mettre dans votre structure, tester, on va dire, imaginez 3 mois de fonctionnement, ça c'est ce qu'on appelle un business plan. Vous saurez vous lancer et vous dire, allez, je teste pendant 3 mois. Et c'est comme jouer à une grosse loterie. Vous pouvez en être très content. Vous pouvez aussi ne pas réussir et vous dire, au moins, j'ai pas de regrets, j'ai essayé. Parce que en France, c'est pas évident de fermer une entreprise qui a des années d'existence, mais c'est très facile d'en ouvrir une. C'est vraiment pas très cher, même si c'est un petit billet, mais c'est vraiment pas très cher. Et au bout de 3 mois, c'est pas très compliqué non plus de la fermer. Donc moi, je serais aussi à dire, surtout, il faut pas avoir de regrets. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller 10 ans plus tard et de se dire j'aurais dû. Et il y a surtout, j'ai envie de rajouter un truc, il y a des... en France, on a la chance d'avoir... je suis pas OK avec tout ce qui se passe en France, mais par contre, on a la chance d'avoir la Chambre des métiers, la CCI, on a des structures comme ça, en fait, qui vous apprennent à devenir entrepreneur gratuitement. En fait, et vous pouvez avoir un conseiller à la Chambre des métiers, je sais que tu peux avoir un conseiller alors je l'ai pas fait, mais j'ai une cliente qui le fait, qui te conseille, qui t'aide à monter ton business plan, qui t'aide à avoir un business model qui soit rentable, qui puisse marcher, etc. Donc en fait, n'hésitez pas à faire appel à ces structures. Je sais aussi que dans le Grand Est, on a des structures en plus, et j'imagine que par région, tu as aussi des aides différentes. Je ne sais pas ce que vous avez dans le Nord, mais nous, dans le Grand Est, on a Orient Est, où c'est que des formations sur le Grand Est, où tu peux aller... il y a des formations en ligne, il y a des formations à Strasbourg, à Châlons, à Metz, etc., où on peut aller se former sur des trucs spécifiques. Voilà, en fait, renseignez-vous sur tout ça, faites-vous accompagner, n'hésitez pas à demander de l'aide à droite à gauche, parce qu'en vrai... ça, c'est aussi propre de l'humain, on ne veut pas demander d'aide. Et surtout les hommes qui n'aiment pas trop parler ni demander de l'aide. En tout cas, les hommes de mon entourage sont un peu comme ça. Non, discutez avec les gens, demandez-leur comment ils ont fait, regardez les vidéos de Julien, écoutez ses podcasts. Et franchement, inspirez-vous de personnes qui sont un peu plus loin que vous à chaque fois. Moi, je suis peut-être un peu plus loin que vous aujourd'hui, mais... dans 2 ans, faudra écouter quelqu'un d'autre qui sera encore plus loin que vous, etc. Et toujours prendre conseil de personnes qui sont là où vous avez envie d'aller, quoi. Bon, Manon. La question bonus. La question bonus. Alors, cette question, je l'ai choisie parce que elle te correspond, et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Et la question bonus, c'est:
à quel point est-ce que c'est compliqué de débuter dans le monde de l'entrepreneuriat lorsqu'on est une femme aujourd'hui. Et quand je dis que c'est quelque chose qui est important pour moi, j'ai eu il y a 3 ans 2 entrepreneuses qui nous ont fait confiance pour lancer leur projet. Alors je vais pas donner de nom de projet ou autre parce que aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque elles étaient pleines d'entrain et elles ont mis en place toute une plateforme qui permettait aux femmes d'avoir plus confiance en elles, de se lancer dans le monde professionnel ou de s'assurer professionnellement avec des trucs vraiment incroyables visuellement en termes d'innovation. Elles ont toqué à tellement de portes et elles ont réussi à lever des fonds. Et 2 ans et demi plus tard, ça n'a pas décollé assez vite parce que peut-être que la thématique de base n'était pas assez parlante pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je te laisse la parole là-dessus maintenant. Bon, alors, faut savoir que moi, j'ai fait partie d'une association qui lutte justement contre le sexisme dans les espaces publics pendant 2 ans et demi. J'ai arrêté tout simplement parce que c'était dur. C'était dur émotionnellement de faire face à tout ça. Mais je me suis toujours intéressée à l'égalité homme-femme, au sexisme, parce que en fait, je l'ai vécu. Je l'ai vécu de nombreuses fois. Je vous disais que j'ai travaillé avec mon papa pendant 4 ans. En fait, les gens ne me parlaient pas à moi, la professionnelle du marketing. On parlait plutôt à mon papa, à la figure paternelle. Donc on vit dans une société finalement très patriarcale qui repose beaucoup sur le regard de l'homme, qui se fie beaucoup au regard de l'homme. Et malheureusement, en fait, tous les hommes de cette société profitent de ça. Tu vois, malgré eux, parce que, en fait, l'homme est valorisé dans cette société. Et quand on est une femme et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, il faut redoubler d'efforts, en fait, pour creuser sa place, pour faire sa place, pour que les gens soient à notre écoute. J'ai des exemples par milliers, franchement. Je suis à un salon professionnel, il y a 3 hommes autour de moi, il y a un 4e homme qui arrive, il serre la main à tous les hommes et il me regarde même pas, il tourne les talons, il se barre, tu vois. Je suis à une réunion, il y a 3 hommes et moi, on parle de marketing, c'est ma spécialité, je suis la responsable de marketing de la boîte, les autres ne savent pas, ne connaissent pas le marketing. Le client, il me regarde pas, il regarde que les hommes. Tu vois, et c'est des choses où c'est répétitif, c'est quotidien, sans parler donc là je te parle uniquement de la vie pro, hein, mais voilà, c'est des choses en fait qui sont très très ancrées dans notre société et je pense que c'est complètement inconscient. Je n'en veux pas à ces hommes, tu vois, qui m'ont pas serré la main, qui me regardent pas en réunion, etc. Je leur en veux pas tellement. C'est tellement ancré dans notre société que pour moi, juste le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Et je remercie les hommes comme toi qui posent ces questions parce que je pense qu'elles sont importantes. Je pense que, à contrario, il y a aussi une grosse opportunité à saisir qui est que vu que les femmes dans le monde professionnel, elles ne font plus confiance aux hommes, en fait, il y a de la place pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je bosse beaucoup avec des femmes. Je bosse énormément avec des femmes. Je bosse avec des femmes qui travaillent dans le bien-être. Et je pense qu'en fait, il y a une corrélation, tu vois. Et je rencontre pas mal de femmes qui décident de ne bosser qu'avec des hommes. Je suis tombée sur des posts d'une coach en séduction sur LinkedIn. Je sais pas si t'es déjà tombée sur ces posts. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle a créé une série de posts. Pourquoi je ne travaille plus avec des hommes? Et en fait, c'est affligeant. Tout ce qu'elle raconte, tu vois. Et en fait, je comprends tellement parce que pour être dans le monde du boulot depuis mes 17 ans, il n'y a pas un seul de mes tafs où j'ai pas subi du sexisme ordinaire, tu vois. Ça va du taf d'animatrice en colonie de vacances où finalement on apprend que le directeur, il a choisi les meufs au physique. Et où il s'en est vanté à tout le monde, tu vois, donc on l'apprend au courant de la colo. À l'époque, j'ai 16 ans, ou 17 ans, je sais plus. Donc, très très jeune. Et le directeur de colo, il en a 33, tu vois. Enfin voilà, ça passe par un collègue qui me propose de faire du covoit, parce qu'à l'époque, j'avais pas de voiture et qui finalement, pendant un trajet, me touche la cuisse. Pareil, il a 46 ans, 2 enfants.
finalement, ben, j'ai repris le bus, tu vois. Ça va, enfin, tu vois, que des petits trucs comme ça, ou en réunion, je fais tomber un stylo, je me baisse, «Ah, elle est déjà à 4 pattes». Tu vois, c'est du sexisme ordinaire et c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre société que finalement, les femmes, on doit redoubler d'efforts pour être prises au sérieux et je trouve ça très important d'en parler, et je te remercie encore une fois pour ta question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte ou alors pour qui c'est tellement acté qu'ils se disent oh, ça va, c'est des vannes. Sauf qu'en fait, quand à chaque fois que tu as une expérience professionnelle, tu as ce type de vanne, Ouais. bah t'en as ras le cul en fait. Désolée, j'ai dit un gros mot. Mais c'est vraiment une question qui m'anime et qui m'énerve et qui me fait de la peine parce que moi j'ai vécu tous ces trucs, mais ma filleule, elle les vivra peut-être si un jour j'ai une fille ou si un jour j'ai une petite fille, elle les vivra elles les vivront peut-être. Et moi, j'ai bon espoir que la société, elle change à ce niveau-là. Et je pense que tout ce qui se passe en ce moment, ça aide à ça. Ça aide. Et c'est horrible, mais ça participe à faire changer les mentalités de la société. Et j'espère, à mon échelle, pouvoir y participer un petit peu aussi. Voilà. Manon, un grand merci. C'était un Merci à honneur toi. de pouvoir discuter avec toi. Très enrichissant. Et je pense que comme premier podcast, j'aurais pas rêvé mieux. Oh, merci. Donc Manon, si on veut te contacter, si on veut venir vers toi pour tes services et tes talents professionnels, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, le mieux, c'est de me retrouver sur LinkedIn. Donc, Manon Schoenberger, je pense que tu écriras mon nom. Absolument. J'ai un nom à coucher dehors, puisque je suis alsacienne et qu'en Alsace, on n'a que des noms à rallonge. Mais voilà, Manon Schoenberger sur LinkedIn. Je suis présente aussi sur Instagram où je parle beaucoup de créativité. MSBR Studio, ça s'appelle. Mais je suis très, très réactive sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, vous pouvez retrouver tous mes liens, toutes mes offres et mon site internet également. Bien, merci beaucoup Manon. Donc c'était le premier épisode de Les véritables histoires d'entrepreneurs avec Manon. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain podcast. Manon, je te dis au revoir. Au revoir Julien, merci pour tout.